Un sursaut collectif est-il possible? 24 heures après la tenue à Yaoundé du sommet extraordinaire de la conférence des chefs d'État de la CEMAC. Des questions persistent au regard de l'urgence de la situation. Les résolutions prises à l'issue de cette rencontre peuvent-elles réellement permettre, si elles sont appliquées, de lever l'alerte sur l'état critique des économies de la sous-région, accélération de la diversification économique et consolidation des finances publiques? La CEMAC peut-elle parler d'une même voix? Quel apport pour les partenaires au développement invités à œuvrer pour la conclusion des revues de leurs accords avec des pays comme le Cameroun, le Centrafrique ou encore le Congo? Nous en parlons dans quelques instants seulement. Et puis, l'Algérie reste déterminée à soutenir le Burkina Faso dans sa lutte contre le terrorisme et le maintien de la stabilité régionale. Les assurances ont à cet effet été données le 12 décembre dernier par l'ambassadrice de l'Algérie en fin de mission à Ouagadougou, Selma Bakta Mansouri. Lors d'une audience accordée par le capitaine Ibrahim Traoré, la diplomate algérienne, les deux personnalités, entre autres, ont passé en revue le partenariat stratégique qui lie Alger à Ouagadougou, saluant au passage les avancées significatives de leur coopération. Elles ont également, parlant de ces parties, appelé à un renforcement de ce partenariat, notamment dans les secteurs stratégiques tels que la coopération militaire, les échanges académiques, le développement socio-économique et les réponses aux défis humanitaires. Quelles implications le renforcement de ce partenariat peut-il avoir de façon générale au sein de la Confédération de l'AES? Vous écouterez tout à l'heure, bien sûr, la diplomate algérienne, jusqu'ici ambassadrice de l'Algérie à Ouagadougou, en fin de mission. Voilà qui plante le décor de cette émission du Point sur l'actualité, édition du 17 décembre 2024. Bonsoir à tous et bienvenue. Que s'est-il passé à Yaoundé lors de ce sommet extraordinaire de la conférence des chefs d'État de la CEMAC, réunis en urgence à l'invitation des présidents camerounais Paul Biya et centrafricain le professeur Faustin Archange Touadéra? Nous reviendrons de façon générale sur les principales résolutions qui ont été prises. Mais la question, vous l'avez en thématique ce soir, un sursaut collectif est-il possible? Cet appel lancé par le président Paul Biya. Nous tenterons bien sûr de cerner les contours de toutes ces résolutions. Peuvent-elles permettre justement aux pays de la sous-région de faire face à cette crise, ou du moins à se prémunir? Voilà, le terme il est bien choisi. Est-ce que ces résolutions peuvent permettre justement à ces États en question de se prémunir d'une éventuelle crise financière ou encore économique? Voilà la principale interrogation à laquelle nos invités auront l'occasion d'apporter quelques éléments de réponse. Et puis en deuxième partie, nous irons du côté du Burkina Faso. L'Algérie dit vouloir renforcer son partenariat militaire dans l'optique de permettre à Ouagadougou de mieux faire face aux défis sécuritaires qui se posent. Chez Elou Lawson, vous êtes le premier invité de cette émission de Point sur l'actualité. Je rappelle que vous réagissez depuis Manitoba, au Canada. Merci à vous, Chez. Bonsoir et bienvenue. Merci beaucoup, mon frère et ami Guéné. Merci pour votre invitation. Je suis toujours honoré d'être présent sur votre plateau, que vous animez avec brio et maestria. Je salue toute votre équipe qui, depuis la magie, n'est-ce pas, de l'ubérisation, permettent à nous de la diaspora de faire partie de l'équipe. Merci à tous les millions de téléspectateurs qui sont branchés à votre émission. Je ne saurais terminer ce moins introductif, sans faire déférence au doyen Parfum d'Homme pour son engagement qui porte toujours ce flambeau de la panafricanité. Merci pour votre invitation. C'est donc que vous disons merci pour cette disponibilité légendaire chez Elou Lawson. Je rappelle que vous êtes économiste et nous aurons l'occasion de parcourir justement les principales résolutions de ce sommet extraordinaire de la CEMAC tenu dans un contexte bien assez particulier. Patient Parfendon, vous êtes le consultant permanent de cette émission du Point sur l'actualité. Merci à vous, DP. Doyen, bonsoir et bienvenue. Bonsoir Baudelaire Nguéné, le prince de ma tombe. Bonsoir à mon ami chez Elou Lawson, qui porte la voix du Togo, ce Togo meurtri, ce Togo qui vit des moments difficiles
où la parole a été arrachée au peuple, ce peuple qui est embastillé, nous le savons aujourd'hui. Et c'est avec beaucoup de pincement au cœur que je le vois chaque fois tenter de mobiliser l'Afrique pour défendre son pays, le Togo, qui est quand même l'un des repères importants dans la lutte panafricaine qui est la nôtre. Bonsoir particulier à nos nombreux téléspectateurs et téléauditeurs, ils sont des centaines de millions. Bonsoir à nos techniciens, à qui je dis une fois de plus merci, à toute la grande galaxie panafricaine, surtout au peuple de la CEMAC. Bonsoir. Au peuple de la CEMAC, dont la résilience a été vivement saluée, et ce à l'unanimité, par les chefs d'État ayant fait le déplacement du côté de Yaoundé, la capitale politique du Cameroun, à l'occasion de ce sommet extraordinaire. Écoutons justement à cet effet les présidents Paul Biya du Cameroun et Faustin Archange Touadéra du Centrafrique. Le défi auquel nos États font face et l'impérieuse nécessité de répondre efficacement aux attentes de nos populations nous ont parfois conduits à adopter des mesures urgentes mais inadéquates pour préserver les grands équilibres macroéconomiques de nos pays, ainsi que la stabilité financière de la sous-région. Si rien n'est fait, selon diverses expertises, nous pourrions faire face à des conséquences désastreuses, à la fois pour nos pays et pour notre sous-région. Il s'agit là, à mon sens, d'une éventualité que nous devons absolument éviter. Je suis confiant qu'au cours de ce sommet, nous saurons prendre des décisions nécessaires et urgentes pour remettre nos économies sur les rails afin de nous prémunir d'une éventuelle crise économique et financière. Les nombreux chocs exogènes et endogènes qu'a connus la CEMAC pendant la dernière décennie n'ont pas eu raison de notre espace communautaire. En effet, celle-ci a su se montrer résiliente face aux fluctuations importantes des cours de nos matières premières, aux crises sécuritaires et sanitaires sans précédent, aux effets dévastateurs du changement climatique et à la pénurie de financement. Cette situation puise sa source dans 3 piliers. Il s'agit des engagements et des mesures courageuses prises par notre conférence, de la confiance renouvelée par nos populations et du soutien constant de nos partenaires au développement. Ainsi, notre communauté a pu consolider sa croissance économique pour atteindre 2,7% en 2024 contre moins 1,1% en 2016 et doubler le niveau des réserves de change entre 2016 et 2024 grâce à la mise en œuvre de plus de 60% des réformes convenues dans notre programme de réformes économiques et financières, bref, CEMAC. Les attitudes des présidents camerounais et centrafricains, on rappelle que la conférence a exhorté notamment les États membres à poursuivre une consolidation budgétaire ordonnée dans le cadre, bien sûr, des discussions bilatérales avec des partenaires techniques et financiers, ainsi qu'à produire et à diffuser régulièrement des données budgétaires, économiques et financières fiables et complètes pour les besoins de la surveillance multilatérale et de la politique monétaire, ainsi que des politiques sectorielles. La conférence a par la même occasion réaffirmé l'application intégrale de la réglementation des charges, notamment à travers le rapatriement diligent des devises par des opérateurs économiques et plus particulièrement la signature avant le 30 avril 2025 des conventions de compte séquestre pour les fonds de restauration des sites
par les entreprises extractives, entre autres. Inviter le Fonds monétaire international, la Banque mondiale et tous les autres partenaires à accompagner les États et la Banque centrale dans le processus de rapatriement et de domiciliation des revenus pétroliers, réitérer l'engagement des États en faveur de l'indépendance et du renforcement de la capacité de la Banque centrale, de la Commission bancaire de l'Afrique centrale et de toutes les autres institutions communautaires. En outre, la conférence a invité les États membres et les institutions communautaires à prendre des mesures pour la gestion de l'exposition des banques aux risques, entre autres souverains, conformément notamment aux critères de la surveillance multilatérale. Quelques résolutions sérieuses prises, M. Sheilou Lawson, à l'occasion justement de ce sommet extraordinaire. On avait entendu beaucoup de choses avant même la tenue de ce sommet. Certains présageaient, entre autres, une éventuelle dévaluation du franc CFA au regard de toutes ces pressions mises sur les pays de la sous-région par ses partenaires internationaux. On parle surtout des institutions de Bretton Woods. Mais nous n'avons pas eu de dévaluation en question. La question qu'on se pose d'entrée est celle de savoir ces résolutions prises peuvent-elles permettre aux pays de la sous-région de se prémunir d'une éventuelle crise économique ou encore financière, comme le souhaite entre autres le président Paul Biya? Alors, la question qui est en jeu aujourd'hui dans cette région économique de la CEMAC, pour pouvoir vraiment la comprendre, il faut convoquer, je dirais, les canons de l'économie. Et également présenter la situation, faire un diagnostic assez rigoureux de la situation. Et pour pouvoir comprendre, on va peut-être partir pour les téléspectateurs, pour mieux comprendre, pour ne pas être un peu largué avec les concepts économiques, faire un rapprochement, ou du moins c'est une analogie avec quelqu'un qui est malade et qu'on a précipité à l'urgence. Et donc la façon dont fonctionne le corps humain, pour bien fonctionner, il faudrait que chaque organe de votre corps puisse, de façon harmonieuse, être en relation les uns les autres et pouvoir faire, pour pouvoir permettre justement que la vie soit possible. Donc votre cœur doit pouvoir être capable de pomper du sang, faire une bonne circulation dans le système circulatoire. Votre cerveau doit être en mesure de gouverner les autres organes pour savoir un peu ce dont chacun a besoin. Votre poumon doit être capable aussi de pouvoir bien respirer. Alors si on vous précipite en urgence, eh bien, on vous est entouré, n'est-ce pas, d'un certain nombre de médecins où on va chercher à oxygéner, par exemple, votre sang si vous avez de la difficulté respiratoire, ou encore, eh bien, les cardiologues voient un peu le rythme, la cadence rythmique de votre cœur. Alors, pour cet exemple d'un malade en urgence, c'est la situation aujourd'hui de la CEMAC. Et vous allez voir tout ce qui l'entoure. Vous avez tout à l'heure parlé d'urgence, et donc ce rapport ou ce parallélisme avec une situation de désespérance est vraiment au cœur justement de cette réunion. Vous allez voir un peu ceux qui se sont réunis. Il y a d'abord les chefs d'État de la CEMAC, mais tous les responsables des grandes institutions financières sont convoqués à cette réunion d'urgence. Il y a au niveau, il y a le Conseil économique de l'Union monétaire de l'Afrique centrale, UMAC, qui était présent, la direction Afrique de la FMI, et également de la Banque mondiale, oui, la BAD, et l'ambassadeur de France, qui représente le gouvernement français, le responsable, le président de la BAC également était présent, en plus des chefs d'État. Donc, vous comprenez alors la gravité de la situation au niveau du CEMAC. Et la réalité, en fait, ils sont venus pour appliquer une solution radicale parce que le malade est en situation de désespérance. Et cette situation, ou cette solution, cette thérapie de choc, c'était la dévaluation. Mais ils se sont confrontés justement à la résistance donc, des chefs d'État qui ont préféré, je dirais, reporter, n'est-ce pas, cette décision en donnant la chance justement à des mesures
de renforcement de capacité, de solidarité, d'agissement sur les raisons, les vraies raisons du mal au niveau du CEMAC. Malheureusement, ce n'est que je dirais, du paracétamol. Les vrais problèmes ne sont pas posés et donc forcément, on reviendra encore au même point dans quelques mois, dans quelques années. Quand vous parlez de vrais problèmes, vous faites allusion à quoi précisément chez Lou Lawson quand vous parlez de vrais problèmes qui n'ont pas été abordés? Les vrais problèmes ne sont pas abordés. On a l'impression que c'est une montagne qui a accouché d'une souris et que, finalement, ces chefs d'État, d'une certaine façon, n'ont pas le courage d'aller jusqu'au bout, n'est-ce pas, des vrais problèmes. Alors, permettez-moi alors d'entrer vraiment dans le vif du sujet en convoquant les agrégats économiques. Vous savez, pour comprendre la santé économique d'un pays, c'est Nicolas Cador qui nous propose ce qu'on appelle le carré magique. Il y a des agrégats économiques qu'il faut surveiller. D'abord, le premier de tous les agrégats, c'est la croissance économique. La croissance économique au niveau de la CEMAC a reculé d'1,7%, essentiellement à cause des chocs pétroliers. Il y a eu une baisse de la production au niveau de la Guinée équatoriale. Au niveau du Gabon, son exportation au niveau du bois également a reculé. Et donc, cela a eu un impact important, bien que le Cameroun a essayé quand même, est leader de la région, s'en est sorti. Mais ce recul au niveau de la Guinée et également du Gabon ont fait en sorte que la croissance économique a reculé de 1,7%. Au niveau de l'inflation, l'inflation également, c'est le deuxième élément important. L'inflation en 2022 était de 6,3%. En 2023, ça a diminué à 4,2%. Donc, il y a quand même une régression au niveau de l'inflation. Mais le problème de fond, le problème fondamental, c'est au niveau du chômage. 35%, n'est-ce pas, des jeunes actifs au niveau de cette région ont un taux élevé donc de chômage, surtout dans les régions reculées. Ce qui suppose donc que l'activité économique n'est pas à la hauteur justement des enjeux. Et le plus grave de tout ça, c'est le problème des réserves. Vous savez, le franc CFA continue par, je dirais, étrangler la CEMAC, car à l'étrangler de telle en sorte que les grandes entreprises, étant donné que l'économie de la région est dépendante des hydrocarbures, c'est-à-dire du gaz et du pétrole, c'est à peu près 40% du PIB, et cela fait en sorte que ces 40% du PIB au niveau régional représentent à peu près 80% des recettes budgétaires. Et donc, quand il y a recul au niveau du marché international, n'est-ce pas, du prix du pétrole ou du gaz, évidemment, ça a une incidence systématique directe sur l'économie de ces pays. D'abord, c'est le premier élément qu'il faut retenir. Le deuxième élément, c'est que les grandes entreprises qui exploitent ces hydrocarbures font ce qu'on appelle du dumping, c'est-à-dire qu'ils rapportent, n'est-ce pas, toutes leurs réserves en devises à l'extérieur de la zone CEMAC. Donc la BAC essaie par des mesures de les encourager, n'est-ce pas, à pouvoir faire en sorte que cette devise soit disponible au niveau de la BAC pour que quand ces pays veulent acheter à l'extérieur, ils peuvent avoir accès à devises. Mais ils refusent. Et ça, c'est le franc CFA qui le permet. Parce que le franc CFA, dans ses mécanismes, a une fixité avec l'euro et également a ce qu'on appelle la libre convertibilité et la liberté de circulation des capitaux. Donc, quand vous venez produire dans la zone CEMAC, vous pouvez rapporter l'ensemble de votre capital à l'extérieur de la zone. Et cette zone, vous l'amenez en France ou en Europe, ce qui fait rouler l'économie au niveau de l'Europe. Mais dans la zone CEMAC, et bien évidemment, c'est un manque, une asphyxie au niveau de l'économie. Donc, le franc CFA est à la base, fondamentalement,
du problème que nous avons dans cette zone. L'autre élément aussi qu'il faut souligner, c'est la centralisation des réserves. C'est-à-dire que l'ensemble des devises, n'est-ce pas, de l'économie de cette zone-là est capitalisé au niveau du Trésor français. Donc, quelque part, ça permet à la France, à son économie de tourner, mais en même temps, c'est un manque de devises auprès justement de la BAC et donc de l'économie de la zone du CEMAC. Donc, si on va pouvoir comprendre ça dans sa globalité, eh bien, nous sommes dans une situation où les partenaires de développement, que ce soit la Banque mondiale, que ce soit le FMI ou la France, sont responsables de la situation de cette zone qu'on asphyxie et quand il est en situation de difficulté respiratoire, on vient, on lui dit, on va vous couper l'oxygène. C'est-à-dire que le peu d'oxygène que vous avez, on va encore le réduire. C'est ça la dévaluation. Et les présidents se sont dit, écoutez, on va mourir si vous nous coupez cet oxygène-là. Donc, donnez-nous encore du temps. On va travailler sur un certain nombre d'éléments et essayer d'éviter ce que vous nous proposez comme thérapie. Donc, nous sommes dans un cercle vicieux et que je pense que les chefs d'État n'ont pas été courageux, pour dire la vérité à la FMI, qui, quelque part, et la Banque mondiale, qui sont en train d'utiliser, n'est-ce pas, le dollar et l'endettement de ces pays-là pour les asphyxier. Donc, les vrais sujets ne sont pas abordés et de mon point de vue, le problème n'a été que reporté et donc ça reviendra en galop dans les prochains mois et dans les prochaines, si effectivement rien n'est fait de façon concrète, sérieuse, pour pouvoir sortir la zone de sa situation. Vous savez, la CEMAC, c'est une zone d'intégration économique, c'est une zone d'échange également, mais sur le plan structurel, rien n'est fait également sur l'harmonisation, l'intégration économique dans cette zone en termes d'harmonisation fiscale au niveau des frontières, au niveau des infrastructures, des routes et tout ça pour permettre effectivement une très belle intégration dans cette région. Sur le papier, c'est très beau, mais dans la réalité concrète, il y a beaucoup d'obstacles qui sont sur le chemin. En fait, la question de la corruption est au cœur également de cette mauvaise gestion de cette zone. Tous ces éléments n'ont pas trouvé de solution au cours de ce sommet, bien que c'est un sommet d'urgence pour pouvoir sauver le malade, c'est macabre. Mais vous avez parlé de deux choses chez Lawson. Vous avez fait allusion au franc CFA, vous avez insisté sur cette monnaie. Vous avez également parlé de la centralisation des devises. Mais quand on revient sur les résolutions qui ont été prises, clairement, on voit que les chefs d'État réaffirment l'application intégrale de la réglementation des charges d'échange, notamment à travers le rapatriement diligent des devises par les opérateurs économiques et plus particulièrement la signature avant le 30 avril 2025 des conventions de compte séquestre pour les fonds de restauration des sites par les entreprises extractives. Est-ce qu'il ne faudrait pas aujourd'hui donner ou du moins une chance à l'implémentation de ces résolutions en question, bien que nous ne soyons que dans un cas où le malade est mis sous respiration artificielle, sous assistance respiratoire chez Lawson? Oui, en effet, le malade est mis sous respiration artificielle et on peut débrancher justement rapidement, on peut débrancher facilement son alimentation en oxygène ou en sang d'une certaine manière. Et ceux qui sont les médecins autour du malade sont de mauvaise foi, fondamentalement. Vous imaginez par exemple que la réserve de change aujourd'hui représente seulement 2,1 mois d'importation. Et c'est grave, vous imaginez, c'est absolument grave. Les entreprises extractives qui essentiellement sont à la base, c'est eux, par le fait que les hydrocarbures représentent, comme je l'ai dit tout à l'heure, 80% des recettes d'exportation, mais ces entreprises-là ne rapatrient que 35% de leurs réserves de devises. Et donc, la BAC, à travers cette mesure, veut créer donc ce fonds qui est un fonds qui va les forcer justement à pouvoir, en tout cas, domicilier
les devises au sein de la BEAC pour permettre aux pays de la CEMAC d'en disposer pour pouvoir investir, d'abord pour acquérir des intrants sur le marché international et investir dans les infrastructures sociales, dans l'ingénierie sociale, les routes, les écoles, la santé, etc. Mais ces grandes entreprises refusent de le faire. Et à qui ça profite? Mais ça profite à leur pays, ça profite aux États-Unis, ça profite à l'Europe, ça profite à leur pays. Et donc on vient chercher vos ressources dont vous dépendez et en même temps on vous prive de cette devise-là et qui vous permet justement de pouvoir investir dans l'économie. Donc la BEAC est complètement, je dirais, elle n'a pas les capacités de pouvoir les forcer d'une certaine manière. C'est là où je trouve que les chefs d'État, bien qu'il y ait cette résolution, ne sont pas allés jusqu'au bout de leur courage. C'est en tout cas assez hallucinant. Vous savez, les réserves en devises de la BEAC sont estimées à 5,2 mois d'importation en 2023. Et en 2024, on est encore en train de voir cela diminuer. On arrive aujourd'hui à 2,1, n'est-ce pas, mois d'importation. Et ça veut dire qu'ils n'ont pas de liquidité, ils n'ont pas de pouvoir d'achat. Et quand vous n'avez pas de pouvoir d'achat, vous vous enfoncez dans la pauvreté, vous ne pouvez pas répondre aux besoins des populations en termes d'infrastructures. Et là, la seule solution est d'aller D'aller s'endetter. La dette moyenne de la zone CEMAC fait 55% du PIB en 2023, 57% du PIB. Si nous prenons deux pays pour pouvoir mieux expliquer cette dépendance de la dette, le Cameroun, sa dette publique est évaluée à 47% du PIB. Par contre, le Gabon qui dispose des richesses en termes de pétrole, de bois, eh bien, sa dette publique est élevée à 62% du PIB. Donc ça aggrave les besoins en termes de dépendance par rapport à ces institutions. Vous voyez? Alors, d'une certaine façon, on vous prive de votre main gauche et de votre main droite. La solution, ben, c'est que vous allez vous endetter. Mais le service de la dette encore tue l'économie de ces pays. Alors, nous sommes dans un cercle vicieux. Il faut faire une rupture paradigmatique, une rupture sur le plan économique du modèle pour pouvoir sortir, n'est-ce pas, de la main de ces sorciers que quand ils vous blessent, ils vous tuent, ils viennent encore, non pas pour vous sauver, mais pour vous enfoncer dans le cercle. C'est de ça qu'il s'agit. Ça prend des leaders visionnaires, ça prend des gens qui sont capables d'aller vers la rupture pour pouvoir sortir, n'est-ce pas, les pays de la CEMAC de cette situation qui est vraiment une situation très grave, gravissime pour l'économie et qui a des incidences sur les individus, parce que c'est la pauvreté, c'est le chômage, c'est le pouvoir d'achat des travailleurs qui n'est pas à la hauteur. Donc, c'est la faim, c'est la soif, c'est l'incapacité pour ces travailleurs de se soigner, de bien se soigner. Et c'est tous les problèmes que vous vivez dans cette zone chaque jour. Donc, voilà, ce n'est pas seulement que des mots. Ça a des conséquences dans la vie de tous les jours des gens. Et ça, ce n'est pas acceptable parce que c'est une zone très riche. L'une des zones les plus riches d'Afrique, quand vous menez les 6 pays de la CEMAC, le Congo, la Guinée équatoriale, le Tchad, le Cameroun, le Gabon, la République centrafricaine, il y a beaucoup de richesses qui sont concentrées dans cette zone-là. Leur gestion, leur planification, également des perspectives économiques, politiques économiques devaient être revues pour pouvoir permettre à la prospérité de partager dans cette région. Patient Parfait d'Homme, en dépit de tous les agrégats économiques que chez Lawson met sur la table, un sursaut collectif est-il possible dans un tel contexte? Parce que depuis 24 heures, il y en a qui disent que rien de bon n'est sorti de Yaoundé, que c'était un sommet aux résolutions ordinaires comme les précédents, en dépit justement de ce contexte difficile. Est-ce qu'il faudrait donner de la chance, ou du moins laisser de la place justement à ces résolutions, ou du moins à l'implémentation des résolutions en question, avant de tirer des leçons plus tard? Écoutez, d'abord, commençons par reconnaître et féliciter le fait que, enfin, les chefs d'État de la sous-région se rendent bien compte que, de manière récurrente, il serait de bon temps qu'ils puissent se retrouver et se réunir, comme c'est fait le cas à Yaoundé.
il ne faut pas seulement qu'ils se retrouvent dans les sections, j'allais dire, ordinaires. Oui. Il faut aussi, de temps en temps, avoir des sessions de réflexion économique parce que c'est là où, justement, nous faisons valoir nos principales faiblesses. Oui. Donc, c'est une bonne chose. Cette réunion, pour moi, est une très bonne chose. Mais, malheureusement, c'est une réunion qui se fait dans l'urgence. On a l'impression qu'il y a péril en la demeure. Et que parce qu'il y a péril en la demeure, oui, c'est pour ça qu'il fallait battre de rappel, n'est-ce pas, des différents chefs d'État pour leur dire attention, attention, attention. Le gendarme se fait menaçant avec son gros bâton. Si rien n'est fait, c'est le couperet qui va tomber et les conséquences, comme vient de chuter chez Lonson, pour les populations de la sous-région seront incalculables. Donc, il faut que chacun de nous essaie de revenir à une petite discipline budgétaire, oui, de telle manière que le patron, qui n'est rien d'autre que le FMI, je vous rappelle que c'est à la suite d'une visite d'un grand dirigeant de FMI au Cameroun que tout cela s'est emballé et que le FMI a dit attention, il y a des écarts budgétaires qui sont hors normes, oui, qu'on ne parvient pas du tout à justifier, mais surtout votre marché des titres est en train d'exploser, oui, carrément, et qui ne tient pas compte de la capacité réelle des économies de votre sous-région, surtout de ces pays qui émettent ces titres à volo, sans tenir compte de leur niveau d'endettement, sans, oui, tenir compte des difficultés économiques qui sont les siennes, et sans tenir compte de leur capacité de remboursement au vu des statistiques que nous avons. D'où la pertinence du sommet de Yaoundé, patient Parfendom. Oui, vu à l'aune de la vision, oui, économique que nous avons, c'est-à-dire être assujetti aux mesures de la Banque mondiale, de FMI, des clubs de Paris, des clubs de Rome, etc. Hier, sur votre plateau, j'ai indiqué qu'il y a d'autres sources de financement, il y a d'autres planches de financement et robinets financiers internationaux avec lesquels nous devons commencer au moins à réfléchir, oui, à une collaboration franche et sincère. Il y a des nouveaux venus sur la place internationale, par exemple la Banque des BRICS. Oui. Pourquoi la CEMAC ne peut pas commencer, bon, en espérant que peut-être c'est en train de se faire, ce n'est pas tout qu'on dira sur la place du marché, oui, mais là, il y a vraiment péril en demeure. D'autant plus que le FMI a été clair. S'il ne signe pas de nouveaux accords, oui, avec le Gabon, oui, avec le Tchad, avec le Congo, il suspend, n'est-ce pas, les prêts qu'il avait d'ailleurs validés, et pour la République centrafricaine et pour le Cameroun. Je crois que je pourrais retrouver les chiffres qui sont très importants pour ces pays-là. Et nous savons que ces pays-là, sans, n'est-ce pas, l'octroi de ces prêts-là, ils vont étouffer. C'est ça la vérité qu'il faut dire aux Camerounais. Voici précisément ce qui est recommandé, patient, voilà, Parfendom. Les partenaires au développement doivent œuvrer pour la conclusion des revues de leurs accords avec la République du Cameroun, la République centrafricaine ou encore la République du Congo, veiller à un ajustement budgétaire à la dimension sociale et entre autres en préservant l'investissement, ou du moins, voilà, je vais me retrouver, veiller à un ajustement budgétaire à dimension sociale et préservant l'investissement, assurer la mise en œuvre des politiques et des réformes structurelles en vue de la consolidation de la croissance économique et de la stabilité monétaire. Là, on invite clairement les partenaires internationaux à revoir leurs accords, patient Parfendom. N'est-ce pas une façon de reconnaître que ces accords parfois peuvent être étouffants? Non, c'est-à-dire que c'est au niveau... Quand on les invite à les ajuster par rapport aux réalités sociales que connaissent ces pays, principalement cités Cameroun, Centrafrique et Congo. Écoutez, c'est au niveau de la gestion, n'est-ce pas, de nos économies que le problème se pose. Il se pose parce que cette gestion respecte les canons et les canons de gestion qui sont édictés par la Banque mondiale et le Fonds monétaire international. Nous ne sommes pas sortis du mode de gestion capitaliste néolibérale. Et c'est eux qui dictent les lois. Et ils nous disent voilà ce qu'il faut faire. Oui. Il y a les critères de convergence, par exemple, je peux prendre le cas d'Europe, où il y a des limites au niveau du taux d'endettement. Mais on sait qu'il y a des pays européens qui ont fait exploser les plafonds de ce taux d'endettement sans que le ciel leur tombe sur la tête. Mais chez nous, la Banque mondiale, surtout la FMI, nous dit attention, vos voyants commencent à basculer vers le rouge. Oui. Si vous continuez dans ce désordre et cette indiscipline du point de vue de la gestion de vos finances publiques et de vos agrégats macroéconomiques, je crois que nous ne pourrons plus continuer de vous accompagner. Pour le cas du Cameroun,
nous sommes astreints, non, il y a une suspension d'une aide qui a été déjà décidée de 180 milliards. Et la conditionnalité, c'est que, je l'ai dit tout à l'heure, que le Tchad, le Gabon et la Guinée équatoriale consentent de nouveaux accords avec le Fonds monétaire international. Si ce n'est pas fait, le Fonds monétaire international ne veut plus... Il n'y a pas de décaissement. Non, on ne développe pas ce montant. Et ce qui est valable pour le Cameroun est d'ailleurs valable pour la République centrafricaine, avec les conséquences d'un shutdown, n'est-ce pas, de l'action publique, n'est-ce pas, pour continuer à œuvrer dans le sens de préserver l'équilibre sur le plan des finances de chaque pays. Donc, qu'est-ce que nous constatons? Et là, quand je reviens sur la question du fédéralisme, ce n'est pas seulement valable pour l'AES, c'est pour nous tous. Chacun fait ce qu'il veut, comme il veut. Et c'est un problème pour vous? C'est un gros problème. Chacun fait ce qu'il veut comme il veut. Nous sommes tous des esclaves d'un même maître, mais chacun peut penser qu'il peut créer des situations, même si ces situations-là, le maître peut les imputer à l'ensemble du groupe et pénaliser certains qui étaient déjà sur le point d'atteindre un espèce de point d'achèvement. Quand vous avez des taux d'endettement, on se demande comment ils vont faire pour les rembourser. Pour l'exercice 2025-2026, le Congo, c'est 1474 milliards. Et le Gabon, c'est 1000 milliards. C'est énorme. Pour l'activité économique que ces pays mènent, tout à l'heure, on nous a parlé des industries extractives, on sait comment c'est géré, où ces pays-là perçoivent que de menus frétins. On se demande comment ils vont faire. Donc, chaque pays essaie donc d'acheter, de mettre à disposition sur le marché des eurobonds, dans l'espace sous-régional, des titres, et ils sont payés à monnaie locale, donc en francs CFA. Conséquence, il y a un déséquilibre au niveau des réserves, et ça ne donne plus la possibilité aux autres pays de pouvoir justement bénéficier de ces réserves-là pour continuer de financer un certain nombre de leurs activités. Donc, cette réunion, à moins qu'il y ait une autre deuxième réunion, ou bien une autre réunion que... Pour l'instant, rien d'officiel. Peut-être qu'il y a une doublure de la réunion dans la réunion, c'est possible. J'ai dit qu'il y a d'autres orientations qu'il faut prendre. Si nous continuons à nous focaliser uniquement sur les orientations édictées par la Banque mondiale, le Fonds monétaire international, les partenaires classiques qui financent nos économies, alors là, il y a, là je suis d'accord avec ce l'ensemble, on a l'impression que nous sommes dans une espèce de fuite en avant, parce qu'on ne règle pas les problèmes, on ne perce pas l'abcès, on ne fait que les différer, et demain, ces mêmes problèmes vont revenir avec la même acuité, avec la même violence, et reposer la question de la dévaluation du franc CFA au niveau de la CEMAC. Donc, la crainte des opinions doit être aussi un carburant pour permettre à nos dirigeants de prendre des décisions hardies, de nature justement à se sortir de cette quadrature du cercle dans lequel, quelles qu'en soient les solutions, n'est-ce pas, économiques qu'on nous propose, ne nous permettront pas de sortir de cet engrenage-là. Donc, une fois de plus, ce fut pas pour moi un sommet pour rien. Ils se sont parlé, ils se sont dit des vérités, ils ont constaté leurs carences, ils ont vu leurs limites. Ils ont compris que chacun ne peut pas continuer à évoluer en solo. Mais là où le bas blesse, c'est qu'on n'a pas vu au sortir de cette grande réunion qui était tant attendue, au moins une esquisse de solution leur permettant de ne pas être constamment dans ce mano à mano éternel avec ce monde de la finance internationale impérialiste qui, nous le savons pertinemment, ne sont pas là pour développer nos pays. Mais peuvent-ils se défaire de ce monde impérialiste? Chez Elou Lawson, on parle surtout de ces institutions de Bretton Woods en particulier, puisque quand je regarde la résolution numéro 16 dans ce communiqué final, la conférence a renouvelé l'engagement des États en faveur d'une politique d'endettement prudente, privilégiant notamment des financements concessionnels. Elle a exhorté les partenaires au développement à une mobilisation plus forte des ressources financières pour soutenir la transformation structurelle des économies de la sous-région. Voilà ce qui est dit notamment au niveau de cette résolution 16 de ce communiqué final. Du coup, on revient sur l'argumentaire patient par Fendom il y a quelques instants. Faut-il aujourd'hui au niveau de la sous-région chez Elou Lawson envisager d'autres orientations? On parlait tout à l'heure de la banque des BRICS,
Par exemple, tourner le dos aux institutions conventionnelles que nous connaissons tous et qui enfoncent encore un peu plus les pays de la sous-région chez Lawson. Je voudrais vous faire remarquer, M. Baudelaire, que ce que vous venez de dire sur la résolution appelée à la prudence par rapport au surendettement de certains pays de la zone CEMAC, que dans le même test, ces mêmes chefs d'État se réjouissent. Vous voyez, donc nous sommes là au cœur d'une contradiction complètement hallucinante. Et ces chefs d'État se réjouissent de la conférence, c'est écrit, que la conférence se félicite de la reconstitution des ressources de IDA 21, du groupe de la Banque mondiale, à hauteur de 100 milliards de dollars. Et encourage justement ce groupe à faire des allocations aux pays membres. Qu'est-ce que ça veut dire? Donnez-nous encore de l'argent, donc, vous voyez, augmenter l'endettement. Donc, d'un côté, on parle de mettre la pédale d'eau sur le surendettement. De l'autre côté, eh bien, on est prêt encore à pouvoir, on se réjouit de ces 100 milliards affectés à la zone. Donc, vous comprenez que nous sommes complètement en train de marcher dans une forme de contradiction qui n'honore pas justement ces chefs d'État. Sur la question, n'est-ce pas, de changement, je crois que la solution, Parfendom l'a évoqué, il faut absolument être assez audacieux pour aller vers ce qu'on appelle un changement de paradigme sur le plan économique. Et ce changement passe d'abord par le fait de changer fondamentalement le premier levier. La plupart de ces pays sont dépendants de la seule ressource qui est les hydrocarbures. Et donc, il n'y a pas une politique d'industrialisation de ces pays. Et le fait que c'est toujours ces grandes multinationales qui ont le contrôle et dont même la parité en termes de ces exploitations, on fait face à la faiblesse des termes de l'échange. Et donc, de ce point de vue, tant que ce mécanisme ne va pas changer, eh bien, c'est un système qui enrichit les multinationales, donc leurs pays de provenance, et qui appauvrit systématiquement les pays de la CEMAC. Donc il y a une rupture à faire à ce point de vue, à diversifier, n'est-ce pas, à industrialiser la région de façon à ne pas être seulement dépendant des hydrocarbures. Parce que là aussi, on est tributaire des chocs pétroliers, des chocs des prix sur le marché international. Donc quand ça baisse, le cas par exemple en 2023, ça a baissé, eh bien, ça fait que la Guinée équatoriale est en difficulté. Et qu'est-ce que ça fait? Eh la balance commerciale le déficit de la balance commerciale devient encore plus abyssal. Donc, il y a fondamentalement une rupture à faire à ce niveau. Le deuxième élément, c'est que le CEMAC est contrôlé par le franc CFA. Et donc, ce franc CFA, nous savons comment ça n'aide pas, que ce soit en Afrique de l'Ouest avec l'UEMOA ou en Afrique centrale, ça n'aide pas puisque ce franc CFA, du fait de la parité fixe avec l'euro, de la libre convertibilité, de la libre circulation des capitaux et de la centralisation des réserves auprès de la Banque de France, ne favorise pas justement l'économie de ces pays. Et on voit également que la seule préoccupation du franc CFA n'est pas la croissance économique, mais une faible inflation. Et donc, quand il y a un pays où sa population est jeune et donc il y a besoin d'activité, et que les banques ne peuvent pas financer ces activités, ne peuvent pas financer ces entrepreneurs, eh bien, il y a stagnation. Et quand il y a stagnation, il n'y a pas circulation, n'est-ce pas, d'argent dans le pays. Et puisque l'économie fonctionne comme un système circulatoire, bien évidemment, ce que ça crée, eh bien, c'est des écueils, c'est la pauvreté, c'est l'incapacité à pouvoir générer l'ingénierie sociale. Et donc, c'est des problèmes politiques, c'est des révoltes qui sont en perspective, d'une certaine manière. Donc, il y a également une rupture à faire par rapport au franc CFA, un bilan à faire et également à envisager de se désarrimer du franc CFA avec une monnaie qui va être arrimée sur des actifs tangibles, c'est-à-dire le pétrole, le gaz ou l'or, les richesses qu'il dispose,
dans l'optique justement d'aller vers les BRICS, puisque avec les BRICS, il y a possibilité, n'est-ce pas, dans notre dynamique de dédollarisation, de ne plus passer par le dollar, donc par cette devise que les grandes entreprises refusent même de domicilier, n'est-ce pas, sur le territoire de la CEMAC, et qui les domicilient auprès de la Banque de France ou auprès des institutions de Bretton Woods. Donc, de ce point de vue, eh bien, c'est ce fardeau, on se débarrasse de ce fardeau, on crée d'autres mécanismes qui favorisent le contrôle. Donc, il y a un désarrimage à faire avec le système FMI et Banque mondiale, qui est un système qui a prouvé effectivement que c'est asphyxiant. Ça crée la pauvreté, ça crée justement des instabilités politiques et ça ne permet pas aux Africains de se développer. C'est plutôt une façon de faire main basse sur leur richesse et pouvoir justifier justement cette exploitation au profit d'un Occident riche, un Occident qui veut toujours tout accumuler et laisser autour de la périphérie la pauvreté. Donc il y a également ce désarrimage à faire au niveau du franc CFA. Il y a la question justement de la responsabilité des pays du CEMAC également, on ne peut pas créer une zone d'intégration économique sans poser les actes qui vont dans le sens de l'intégration économique. Donc la question des frontières, la question de l'harmonisation douanière, la question justement des infrastructures régionales, c'est-à-dire les grandes routes, les moyens de communication pour favoriser l'échange commercial dans cette zone-là d'abord et ensuite avec les BRICS, avec le marché international. Donc, de ce point de vue également, il faut accélérer la cadence en termes de réformes pour permettre justement que, du point de vue de l'intégration économique, les outils de l'intégration économique soient au cœur justement des réformes importantes qu'il faut amener à faire. Enfin, la question de la corruption. Vous voyez, pour sortir chez Lula, les ressources sont captées par, je dirais, des régimes politiques qui s'enrichissent énormément et dont le pouvoir d'achat, en tout cas la richesse, dépasse le budget de leur propre pays, il y a problème. Donc, il faut également faire une rupture avec cette forme de gestion des pays où le président et sa famille sont extrêmement riches alors que le pays a un endettement absolument surréaliste. Donc, de ce point de vue également, au niveau de la gouvernance, au niveau de la lutte contre la corruption, il y a également un travail fondamentalement à faire. Et enfin, une économie sans industrie, sans agriculture, n'est pas une économie. C'est vrai que le Cameroun fait quand même des réformes assez significatives au niveau de la diversification de l'agriculture avec un certain nombre de productions agricoles, mais il faut également augmenter cette capacité en industrialisant, en mécanisant l'agriculture. Vous avez des terres arables, vous avez des terres très très riches, c'est une zone tropicale, c'est-à-dire la zone la plus bénie de la terre de l'humanité, où la pluviométrie est très élevée, et donc il y a capacité à mécaniser cette agriculture pour répondre non seulement aux besoins de nourriture de la zone, mais également de toute l'Afrique, et en même temps avoir à conquérir le marché international, le marché des BRICS, qui est à peu près à 3,2 milliards d'individus. Donc il y a également, de ce point de vue, un changement important. Il faut ne faut pas seulement se focaliser sur les services, c'est-à-dire la télécommunication, les banques, sans comprendre qu'à la base, il faut l'agriculture, ensuite il faut l'industrialisation également du pays. Vous savez, l'autre élément que je voudrais également souligner, c'est que sortir chez nous, vous sortez par là, monsieur Ché. C'est une économie informelle à plus de 60%. 60% de l'économie de la zone CEMAC est informelle. Et donc, ce n'est pas une économie, elle est dynamique, mais elle n'est pas saisie par les instruments macroéconomiques et microéconomiques. Donc, de ce point de vue, il y a un effort également à faire pour que cette économie des quartiers, des villes, de la population soit saisie, rentre dans la formalité des choses de façon à ce qu'on puisse les accompagner et en termes
de prêts, d'investissements des banques locales, mais également de leur permettre justement de contribuer à l'assiette fiscale pour permettre à l'État de disposer justement des ressources pour les réinvestir dans l'ingénierie sociale, les écoles, les routes, la santé et également l'assurance pour l'assurance santé pour les travailleurs et l'ensemble de la population. Donc il y a pas mal de choses à faire de ce point de vue, mais ça prend de la volonté politique, ça prend un leadership et je pense que la longévité des leaders dans cette région aujourd'hui peut apparaître comme un frein. N'est-ce pas, à cet renouvellement de la classe, de façon à ce qu'il y a de jeunes qui portent des ambitions, qui sont plus capables d'aller vers d'autres sommets et pouvoir changer le paradigme de gestion économique. Donc voilà, c'est beaucoup de travail, mais je pense que la région dispose des ressources humaines, des intelligences au Cameroun et ailleurs pour pouvoir porter cette nouvelle génération qui puisse tourner la page et soit plus audacieux, n'est-ce pas, en termes de changement, en termes de changement de paradigme, mais aussi de réforme pour faire en sorte que la CEMAC devienne une zone prodigieuse, une zone de prospérité et de bien-être pour l'ensemble de sa population. Merci à vous, chez Elo Lawson. Accélération de la diversification économique ainsi que la consolidation des finances publiques, quelques grandes résolutions prises donc à l'issue de ce sommet extraordinaire de la conférence des chefs d'État tenue à Yaoundé ce 16 décembre 2024. Ce qui nous sert d'ailleurs de transition pour évoquer la deuxième partie de cette émission consacrée bien sûr à cette détermination affichée par l'Algérie plus que jamais aux côtés du Burkina Faso dans la lutte contre le terrorisme et le maintien de la stabilité au niveau régional. Les assurances à cet effet ont été données le 12 décembre dernier par l'ambassadrice de l'Algérie en fin de mission à Ouagadougou, Selma Bakta Mansouri, lors d'une audience accordée par le capitaine Ibrahim Traoré à la diplomate algérienne. Les deux parties, entre autres, ont salué les avancées significatives de leurs relations de coopération, tout en appelant au renforcement de ce partenariat en question, notamment dans certains domaines stratégiques, à l'instar de la coopération militaire, les échanges académiques, le développement socio-économique, ainsi que les réponses concrètes justement aux défis humanitaires. Prenons tout d'abord cet élément. C'est une rencontre qui en dit long sur les relations étroites entre Alger et Ouagadougou, celle entre l'ambassadrice algérienne au Burkina Faso et le capitaine Ibrahim Traoré, l'homme fort du pays. Marquant la fin de sa mission dans le pays, la diplomate algérienne a profité pour transmettre au président burkinabé un message personnel du président algérien Abdelmadjid Tebboune, un message réaffirmant l'importance des relations entre les deux pays, unis, comme l'a souligné la diplomate, par une histoire et des aspirations communes. Écoutez. La coopération entre l'Algérie et le Burkina Faso se porte très bien, mais nous devons toujours œuvrer pour la renforcer davantage. Nous sommes conscients de la difficulté de la situation globale, non seulement au Burkina Faso, mais aussi au Sahel. Et l'Algérie est soucieuse de se montrer aux côtés de ses frères en Afrique en général, est toujours prête à appuyer les efforts du Burkina Faso, notamment dans le cadre de la lutte contre le terrorisme et le maintien, la préservation de la stabilité nationale et régionale. L'enchaînement des coups d'État en Afrique se sont accompagnés d'une rupture des relations militaires avec ces pays, avec Paris, après plus de 10 années marquées par une présence militaire importante de la France en Afrique de l'Ouest, notamment à travers les opérations Serval et puis Barkhane. Les années 2020 apparaissent, elles, comme celles d'un recul marquant de son influence sur le continent africain. Les nouveaux dirigeants qui accusent Paris d'ingérence et de pratiques néocoloniales préfèrent se tourner aujourd'hui vers une toute autre coopération, qu'elle soit économique ou militaire, avec de nouveaux partenaires essentiellement africains. Et parmi ces nouveaux partenaires, justement, l'Algérie bien décidée à élargir son influence dans la région. Signe de ce rapprochement, les félicitations d'Ibrahim Traoré à Abdelmadjid Tebboune à l'occasion de sa réélection pour un second mandat en septembre dernier. Un message de félicitations loin d'être anodin, puisque le président burkinabé s'est dit disposé et engagé à renforcer les relations de coopération entre l'Algérie et le Burkina Faso. Exposé
directement à l'instabilité dans le Sahel, elle qui partage des frontières avec cette région. Alger a appelé par la voix de son ambassadeur aux Nations Unies à l'urgence d'une action collective avec l'Union africaine face à la menace terroriste qu'il a qualifiée de principal danger pour la paix et la sécurité en Afrique. En raison de son expérience et expertise en matière de lutte antiterroriste, l'Algérie s'est vue confier par l'UA la mission de coordinateur pour la lutte contre le terrorisme. Écoutez à ce sujet l'analyse de Badis Kenissa, spécialiste en relations internationales. L'Algérie s'inscrit encore une fois dans le sillage de la démarche et notamment du processus de développement de l'Afrique. Mais pour ce faire, il faut commencer par les fondamentaux, à savoir une stabilité politique et donc une stabilité sécuritaire. Et c'est pourquoi elle est engagée résolument, notamment aux côtés des États africains qui le souhaitent, en matière de coopération militaire, en matière de coordination, en matière d'interface également, en matière aussi d'expertise, puisque l'Algérie est connue pour son expertise militaire, tant technique que d'expérience notamment, puisque l'Algérie a été confrontée beaucoup plus tôt vis-à-vis des autres pays africains au fléau du terrorisme. Donc, cependant, l'Algérie continue quand même à garder en tête comme boussole notamment sa doxa, je dirais sa doctrine militaire algérienne, cette règle d'or qui est bien évidemment celle de la non-ingérence ou la non-intervention notamment hors des frontières algériennes. Une occasion pour Alger de réaffirmer sa position de puissance régionale à l'heure où ses relations avec la France et le Maroc n'ont jamais été aussi tendues. Voilà. Patient Parfendon, c'est quoi la pertinence, voire la nécessité du renforcement de cette coopération militaire entre Ouagadougou et Alger? C'est une très bonne nouvelle de mon point de vue. C'est une très bonne nouvelle. Cela va dans le sens de nos espérances, c'est-à-dire de créer une synergie au niveau du Sahel, parce que c'est une zone de partage. Oui. Ce n'est pas parce qu'ils n'ont pas une frontière directe que la zone du Sahel ne fait pas de manière naturelle, ne constitue pas une frontière entre l'ensemble de ces pays, dont l'Algérie, qui est un acteur majeur dans cette sous-région. Je crois qu'avec le Niger, déjà, les relations sont de plus en plus avancées avec Alger, qu'aujourd'hui, Ouaga prenne le relais dans cette même direction, ne peut que nous renforcer dans la certitude que très bientôt, dans un proche avenir, avec Bamako aussi, la boucle sera bouclée et cela va constituer une muraille de fer, vraiment d'acier, presque quasiment indestructible au point de vue des engagements solidaires de ces États pour combattre avec beaucoup plus d'efficacité la menace terroriste qui, comme nous savons très bien, ne peut pas s'accommoder avec des stabilités politiques et avec la croissance économique. Donc là, une fois de plus, c'est une très très bonne nouvelle qui tombe là et nous souhaitons que très rapidement, les deux diplomaties, au-delà de ce qui a déjà été fait, aillent davantage dans le sens de renforcement de cette coopération pour créer un cercle vertueux au niveau de cette sous-région permettant justement à l'Afrique de pouvoir respirer et d'éviter ce que, par exemple, nous avons vu en Syrie. Parce que quand vous avez autour de vous un partenaire belliqueux, comme c'est le cas de la Turquie avec la Syrie, les conséquences souvent ne sont pas du tout mesurables sur ce qui peut advenir plus tard. Donc merci au président. Donc là, c'est intéressant, voire pertinent d'avoir, ou du moins d'entretenir de très bonnes relations de coopération avec Alger, compte tenu justement de tous les défis sécuritaires auxquels font face aujourd'hui les pays du Sahel. Mais il serait vraiment curieux que les gens balaient cette nécessité d'un revers de main. Je crois que c'est quelque chose. Vous connaissez le passif aujourd'hui, l'Algérie et certains pays de l'AES. Vous connaissez l'analyse. Le Mali. Même moi, je pense même qu'avec le Mali, et je ne suis pas professeur en art divinatoire, mais je suis convaincu que dans les jours, les mois à venir, il y aura une embellie du point de vue des relations entre ces deux pays. C'est une nécessité vitale au moment où l'Algérie elle-même est agressée et elle fait face à des tentatives de déstabilisation venant de l'Occident. Je crois que plus que jamais, il est grand temps que ces pays-là se donnent la main. Donc félicitations au président Tebboune qui a, par cette
froideur et ce flegme diplomatique, compris l'importance de renouer ces relations avec le Burkina Faso, et aussi au capitaine Ibrahim Traoré, qui a une très bonne analyse de la situation et qui comprend effectivement qu'il est inutile de créer des bisbilles, des situations d'incompréhension, mais surtout de conflit avec un pays frère comme l'Algérie qui, qu'on le veuille ou non, a quand même une certaine expertise dans la lutte contre le terrorisme. Merci à vous, patient parfaitement. On va afficher les codes d'accès avec le concours de la réalisation. Et dans quelques instants, nous donnerons la parole à nos téléspectateurs. Chez Elou Lawson, parleriez-vous aussi de nécessité vitale compte tenu aujourd'hui des défis sécuritaires auxquels font face les pays membres de la Confédération de l'AES? Permettez-moi quand même de diverger, une fois n'est pas coutume, avec le doyen. Moi, je ne suis pas aussi, je dirais, assez optimiste, acclamatif de cette déclaration. Il me semble que l'Algérie doit pouvoir actualiser, n'est-ce pas, sa doxa, n'est-ce pas, en termes de changement géopolitique au niveau de l'Afrique. L'Algérie a été partenaire de tous ces accords depuis plus de 10 ans qui n'ont pas apporté la paix au Mali. Et on a vu sa réaction vis-à-vis du Mali avec, n'est-ce pas, les tentatives, les velléités de déstabilisation encore du Mali à travers la guerre de Tinwalatine. Donc tous ces éléments-là font en sorte que ce qu'on attend de l'Algérie, qui est quand même... On n'a rien à apprendre à l'Algérie, puisque l'Algérie a arraché, n'est-ce pas, son indépendance dans le sang, dans la guerre contre la France. Et l'Algérie est plus que, je dirais, plus outillée à comprendre fondamentalement ce désir, n'est-ce pas, des Africains à s'arracher de l'impérialisme néocolonialiste de l'OTAN et de la France. Et donc, elle devrait être le premier partenaire systématique, n'est-ce pas, de la région. Mais cette tergiversation, sa politique de neutralité et tout ça crée quand même un certain nombre, crée une situation anxiogène dans la région. La déclaration de l'ambassadrice, bien que, bon, c'est une très bonne déclaration, mais il faut que l'Algérie actualise, n'est-ce pas, sa politique étrangère dans la région. Parce qu'aujourd'hui, on ne parle plus du Burkina, on parle de l'AES. Donc, on s'attend à ce que l'Algérie devienne un partenaire efficace pour l'ensemble de l'AES. Un, pour régler définitivement la question du terrorisme. Deux, pour amorcer ce changement de paradigme en termes de puissance, de développement de la sous-région, mais également d'élargissement de l'espace politique. Vous voyez, rester encore dans des dogmes anciens de frontières héritées de la colonisation, tout ça sont des éléments quand même qui nous interrogent sur, je dirais, la projection, le dépassement d'horizon, n'est-ce pas, la saisine vraiment du changement de fond qui se passe aujourd'hui en Afrique au niveau de l'Algérie. Alors, tous ces éléments m'amènent à être un peu plus réservé sur la posture, n'est-ce pas, de l'Algérie, surtout que l'Algérie continue par prôner des solutions au niveau de l'Union africaine ou au niveau de l'ONU, et même parle de forces d'intervention dans la région pour pouvoir gérer la question du terrorisme, alors que, il s'agit de permettre la montée en puissance, n'est-ce pas, des pays de la sous-région pour régler définitivement la question, n'est-ce pas, du terrorisme. L'autre élément, on sent la crainte de l'Algérie de voir émerger une puissance régionale, parce que l'AES, en dehors, non seulement au niveau territorial, mais au niveau également de leur projet économique et politique, mais c'est l'émergence d'une puissance régionale. Alors, l'Algérie veut garder ce surplomb, cette main, n'est-ce pas, sur la région pour ne pas permettre l'émergence d'autres puissances. Alors, cette crainte-là l'amène à pouvoir jouer des tactiques politiques. Je pense qu'une Afrique grande, une Afrique puissante, c'est l'ensemble des pays
africains qui s'en sortent gagnants, mais chercher toujours à réfléchir dans le cadre des frontières issues de la colonisation me semble-t-il problématique. Et enfin, vous savez que l'Algérie elle-même est menacée. C'est quand elle est menacée qu'elle trouve, n'est-ce pas, des partenaires, comme ça a été la guerre de libération de l'Algérie, ben c'est au nord du Mali qu'ils ont trouvé non seulement la base arrière, mais les hommes, les armes nécessaires pour combattre l'impérialisme. Donc à chaque fois que l'Algérie est menacée, c'est en ce moment qu'on a la fraternité africaine revienne. Mais quand elle n'est pas menacée, eh bien on sent qu'on veut contrôler, on veut dominer les Africains subsahariens. Et ça nous pose énormément de problèmes. Et donc je dirais sa guerre avec le Maroc sur la colonialité sur le Sahara occidental pose problème. Donc, depuis que Macron a appuyé le Maroc et a reconnu la souveraineté du Maroc sur le Polisario, eh bien, l'Algérie est dans tous ses états. Et même dernièrement, il a parlé... son service de renseignement a accusé la DGSE de déstabilisation de la région. Donc, on a l'impression quand même que les plaques tectoniques sont en train de bouger. Et si ça peut permettre à l'Algérie de comprendre qu'il faut une union sacrée avec l'AES pour devenir une puissance régionale et entraîner l'Afrique dans une lutte implacable contre les velléités de colonialité, d'impérialisme de l'Occident, de l'OTAN, eh bien, on applaudirait de tous les mêmes. Mais s'il s'agit de renforcer sa propre, je dirais, influence sur ces pays subsahariens et également en fonction de ses intérêts, permettre ou ne pas permettre justement leur émergence, là, ça nous pose problème. Donc, je voudrais quand même qu'elle s'inscrive dans la durée, dans la projection, dans un dépassement d'horizon pour saisir la nouvelle dynamique africaine, panafricaine, de sortir l'Afrique de la colonialité, de l'impérialisme, de la domination des puissances étrangères, notamment l'OTAN. Merci à vous, Cheydou Lawson. Passez un parfum d'homme, vous allez rebondir dans quelques instants. Je voudrais que nous prenions tout d'abord les premiers appelants de la soirée qui veulent également réagir sur les thématiques mises sur la table du débat. Allô, bonsoir et bienvenue à vous. Oui, bonsoir, monsieur Ndembe. Et je voudrais saluer très respectueusement notre doyen, notre patriarche, doyen parfait d'homme. Je salue avec beaucoup de respect monsieur Cheydou Lawson. Je salue toute la galaxie panafricaine. Alors, et sur la question relative au soutien de l'Algérie et au Burkina, d'entrée, nous remercier le président Abdelmadjid Tebboune pour cette vision qu'elle a eue, cette intention qu'il a eue d'aider le Burkina à lutter contre le terrorisme. Alors, c'est très bien, sauf que nous restons gênés de ce que, aujourd'hui, cette mésintelligence qui est née entre le Mali et l'Algérie, jusque-là, est restée comme ça, sans solution. Et donc, c'est une préoccupation majeure pour nous. Et aujourd'hui, quand on parle du Burkina, le Burkina est une partie d'un tout, et ce tout, c'est l'AES. Alors, est-ce que ça fait bien que l'Algérie soit prête à aider et le Niger et l'Algérie, tout ça là par-dessus la tête du Mali? Alors moi, je pense que nous n'avons pas intérêt à faire la division. Nous n'avons pas intérêt à jouer le jeu des Occidentaux. Ce sont eux qui cherchent par tous les moyens à nous diviser. Nous voulons rester ensemble. Une Algérie à côté d'un Mali, une Algérie forte telle que nous la connaissons. Je voudrais ouvrir une parenthèse pour quand même saluer le peuple algérien. L'Algérie aujourd'hui, avant d'être ce qu'elle est, elle a aussi souffert, elle a beaucoup souffert. Je me rappelle que l'Algérie doit avoir perdu jusqu'à 250 000 hommes pour devenir ce qu'elle est aujourd'hui, pour devenir libre, pour devenir indépendante. Cela pour dire que pour être libre, ce n'est pas quelqu'un qui va écrire une indépendance sur un papier pour remettre. Il faut se battre. Et c'est dans cette logique-là que s'inscrivent aujourd'hui les pays de l'AES. Je voudrais donc demander très respectueusement au président algérien d'accepter, de considérer l'AES dans cette aide-là qu'elle veut apporter et de faire ça pour les trois pays et que les trois pays continuent d'être un tout. Nous ne voudrions pas qu'il y ait de scission. Alors un Mali aussi fort à côté d'une Algérie, c'est quand même une protection pour l'Algérie aussi.
Donc il faut que nous comprenions ça là et que nous puissions faire un mouvement d'ensemble. Monsieur Assimi Goïta, moi je voudrais très respectueusement vous demander de comprendre, de faire profil bas, de tendre la main à votre aîné. Et je demande également à son Excellence le président algérien, monsieur Abdelmadjid Tebboune, d'accepter de composer avec son jeune frère. Ce qui nous unit doit être plus fort que ce qui pourrait nous diviser. Et d'ailleurs, rien ne devrait nous diviser. Et donc notre affaire pour la reconstituer, c'est nous-mêmes. Les Occidentaux ont tenté de montrer que quand on dit Algérie, Maroc et Tunisie et tout là, que c'est des Blancs. On reconnaît que c'est des Blancs. Non, nous sommes Africains. Nous sommes Africains, ils ne doivent pas nous tromper avec ces propos-là. Et donc, je vous en prie, soignons ensemble. Et ensemble, nous allons mener la lutte. Je voudrais m'arrêter là pour ce soir. Voilà, merci à vous. Merci pour votre contribution. Nous allons rester au standard aux côtés justement de nos téléspectateurs, toujours aussi nombreux, téléauditeurs ou encore auditeurs. Allô, bonsoir et bienvenue. Merci pour votre contribution. Bonsoir, M. Guéné. Oui. Merci, bonsoir et bienvenue à vous. Bonsoir, M. Guéné. On vous remercie le travail que vous effectuez chaque jour. Et la préoccupation de ce soir, moi je parlais à propos de la zone CEMAC. J'interviewe aujourd'hui au problème de l'Afrique centrale. Monsieur Nguéné, aujourd'hui, si en 2024, on est encore avec le franc CFA, qu'on doit pas accuser d'autres pays, c'est le Cameroun. Le jour où l'État Cameroun décide de nous sortir dans le franc CFA, si la zone CEMAC va sortir du franc CFA, et si le Cameroun n'est pas engagé, on va toujours rester dans le franc CFA. Touadéra a tout fait pour nous sortir dans le franc CFA. Il a fait contourner le Sangocoin, il veut créer le Bitcoin. Oui. Il a tout fait pour sortir nous dans le franc CFA. Mais si le Cameroun n'est pas engagé, lui seul peut faire quoi? Voici le Tchad aujourd'hui qui a décidé de faire sortir l'armée française chez lui, c'est normal. Tout ce qu'on a en train de faire, si on ne fait pas, on ne sort pas dans le franc CFA, on ne peut jamais évoluer, on ne peut jamais avancer. Les docteurs Yam, plusieurs spécialistes d'économistes nous montrent chaque jour qu'on travaille uniquement pour la France. Mais si un Zimbabwe, un pays qui décide de créer sa monnaie, qui a adressé à l'heure, combien de fois 6 pays, mais l'Afrique centrale nous fait 11. Si tous les petits chantages que la France fait chaque jour que Dieu a créé, les 6 présidents là, en 2027, tous ceux qui ont peur doivent laisser seulement le lieu aux jeunes, vient montrer comment le travail se passe comme en Afrique de l'Ouest. Vraiment, c'est tout ce que je peux intervenir pour ce soir. Le problème des monnaies. On attend toujours le sommet inutile qui ne nous change rien. Donc, vraiment, on sait que 2025, il y aura le nouveau visage qui va venir nous sortir dans le franc CFA. C'est ma part de contribution pour ce soir. Votre contribution, merci à vous. Une problématique qui revient avec insistance, le franc CFA. Merci tout de même pour votre contribution. Bonsoir et bienvenue. Le franc CFA. Merci tout de même pour... Allô, bonsoir et bienvenue à vous. Allô, bonjour, monsieur. Bonjour à vous. Oui, je m'appelle... Allô, bonsoir et bienvenue à vous. Allô, bonsoir. Oui, je m'appelle Meroun David. Alors, David, ne vous réécoutez pas à la maison, allez-y. Une fois que vous réussissez d'ailleurs à accrocher le téléphone, ou du moins, parlez tout simplement. Parce que derrière, vous êtes écouté, vous êtes suivi. Ne cherchez pas à vous réécouter à la maison, parce qu'à un moment donné, on a un double retour qui n'est pas agréable. Allô, bonsoir et bienvenue.
Ok. Merci beaucoup. Je depuis le Bénin. Et c'est par rapport, j'aimerais parler par rapport à la situation de l'Algérie, le Burkina. J'aimerais demander au président IB d'être beaucoup vigilant. Parce que, comme disait notre frère qui est au Canada, c'est qu'on a compris que l'Algérie ne voulait pas qu'il y ait une autre puissance que lui. Donc, actuellement, on ne parle plus de Burkina, on parle de l'AG et de l'AG. Donc, nous demandons à l'Algérie, au président IB, de se méfier beaucoup et de renforcer sa sécurité. Donc, c'est ce que je voulais dire ce soir. Merci beaucoup. Depuis le Bénin. Merci également à vous depuis le Bénin. Nous savons qu'ils sont nombreux à nous suivre également de ce côté. Merci pour votre contribution au Standard. On le rappelle, vous avez les codes d'accès pour nous joindre et réagir sur les différentes thématiques. Ce soir, tout d'abord, nous revenons sur le sommet extraordinaire de la conférence des chefs d'État tenue à Yaoundé ce 16 décembre 2024 avec bien sûr toutes les résolutions prises à cet effet. Et puis, il y a ce soutien réaffirmé par Alger, entre autres l'Algérie qui souhaite soutenir le Burkina Faso face aux défis sécuritaires, entre autres, auxquels le pays est confronté. Du coup, on interroge surtout l'implication de ce soutien algérien au regard de la dynamique au sein de la Confédération de l'AES. Allô, bonsoir et bienvenue. Il est parti, cet appelant. Alors, on fait quoi? On reste au Standard, on revient provisoirement sur le plateau. On revient patient parfait. Donc, tout à l'heure, vous ne sembliez pas d'accord avec, ou du moins, je vous ai vu réagir quand chez Lawson, entre autres, donnait son point de vue justement sur le renforcement de cette coopération militaire entre Ouagadougou et Alger. Il émet des réserves entre autres corroborées par certains téléspectateurs qui invitent entre autres le président du Faso à se montrer prudent mais surtout à renforcer sa sécurité. Mais renforcer sa sécurité contre qui? Contre l'Algérie ou contre les groupes armés terroristes? Patient parfait d'homme. Non, mais ce qui est frappant, c'est pour ça que je te tenais tout à l'heure, je peinais la tête pour dire que je ne suis pas d'accord avec mon frère et ami Michel Lanson. Oui. C'est que, voilà, nous avons pour une fois exceptionnelle un sujet assez important, la CEMAC. Oui. Mais les 3/4 de nos intervenants nous ont ramenés à l'AES. Peut-être parce que, bon, on en a quand même parlé, mais on parle à l'AES tous les jours. Pourquoi ils ne veulent pas parler de la CEMAC? Pourquoi ils ne veulent pas parler de la CEMAC? Je continue de poser cette question à nos téléspectateurs. Qu'est-ce qui se passe? Pour vous, il n'y a pas que l'AES. Il n'y a pas que l'AES. Les défis sont énormes au niveau du continent africain. Il n'y a pas que la CEDEAO. Il y a aussi la CEMAC qui est dans une léthargie. Dans une léthargie qui ne dit pas son nom. Il faut intervenir, il faut bousculer. N'est-ce pas, nos dirigeants pour leur dire attention. Ce qui se passe là n'est pas du tout normal. Mais nos téléspectateurs, on leur a habitué, je ne sais pas, c'est un pacte peut-être, où il ne faut parler que l'AES. Maintenant, chez le Lanson, il faut revenir à l'histoire, il faut faire attention. Les Algériens se sont beaucoup battus. Aussi pour aider les mouvements de libération africains. Beaucoup. Il ne faut pas donner l'impression qu'il n'y a que l'Afrique et le Mali qui a aidé l'Algérie. L'Algérie aussi, beaucoup. Beaucoup. Je vais faire l'économie parce que je crois qu'il a, à Manitoba, il a la possibilité ce soir, ou bien de fouiller dans les archives et il verra ce que l'Algérie a fait pour le continent africain et ce que l'Algérie continue de faire pour le continent africain. C'est très important, premièrement. Donc il ne faut pas donner l'impression qu'elle est comme la franchise de l'Occident en Afrique. Ce n'est pas vrai. Il n'a peut-être pas dit que l'Algérie ne fait rien, mais il a demandé que Alger clarifie clairement sa position, notamment au regard de toutes ces dynamiques, ou du moins mutations géopolitiques aujourd'hui. Oui, mais là encore, il sera surpris. Revenant sur les événements de Tinzawaten. Oui, il sera surpris parce que je vous avais dit le narratif qui nous avait été présenté, pour moi, ne me convenait pas. Parce qu'il était complètement en décalage vis-à-vis des rapports que, par exemple, l'Algérie entretient avec un pays comme la Russie. La Russie ne peut pas tolérer que ses citoyens soient tués
Tizanatène avec la complicité de l'État algérien et continuer d'avoir ce type de relation à la fois militaire, économique et culturelle aussi prononcée avec l'Algérie. Il y a quelque chose, on n'a pas besoin de fouiller beaucoup. Oui. Et maintenant, deuxièmement, mais pourquoi vous faites l'impasse là-dessus? La coopération entre l'Algérie et le Niger se porte très bien. Quand j'entends les gens dire, oui, ce n'est pas le Burkina, c'est l'AUS, mais non. Pour l'instant, l'AUS, c'est une confédération, ce n'est pas encore une fédération. Pour l'instant, c'est une confédération. Donc les États, de manière individuelle, continuent d'avoir des relations bilatérales avec les États. Pourquoi vous faites semblant de faire l'impasse là-dessus? Et il n'y a pas que le Burkina qui le fait, le Mali le fait aussi, le Niger le fait aussi. Avec le Niger, l'Algérie a de très très bonnes relations sur tous les plans. Avec le Burkina, ils viennent encore de faire une déclaration d'intention qui vont dans le sens de ce que nous attendons. Et moi, je dis, je parie que dans les mois à venir, parce que vous avez fait semblant de ne pas comprendre que même au niveau de l'Algérie, au niveau de la diplomatie... Doyen, on va repartir au standard. Décidément, tu fais de moi un DP. Allez-y, doyen. Au niveau de la politique algérienne, avec les mutations qui sont produites au niveau de la primature algérienne, je suis convaincu qu'il y aura de nouvelles perspectives qui vont s'ouvrir et qui vont certainement créer de nouveaux types de rapports entre le Mali et l'Algérie et plus tard avec l'Algérie et l'ensemble de l'AES. Et c'est ce que nous attendons, c'est ce que nous souhaitons. Il n'est pas du tout question de continuer à retourner le couteau dans le plein d'un narratif qui nous a été fabriqué par l'OSDAN. On a vu ce qui s'est passé en Syrie, on continue de voir. Aujourd'hui, on peut vous faire croire qu'un bras droit du patron de l'État islamique est subitement devenu un grand démocrate. Faisons attention, ce qu'on nous a vendu pour essayer d'étouffer l'Algérie et de condamner l'Algérie à une peine d'un crime qu'il n'a pas commis. Il ne faut pas qu'on continue de s'en faire là-dessus. Voilà. Mais chez Lawson, vous parlez, vous invitez Alger à clarifier sa position vis-à-vis justement de toutes ces dynamiques, ou du moins mutations géopolitiques. Mais pour la stabilité du Sahel, n'est-il pas nécessaire, voire utile pour les États de l'AES d'avoir à leur côté un allié comme Alger, au lieu de l'avoir comme ennemi, entre guillemets? Absolument, absolument, et vous avez raison là-dessus. Peut-être pour mieux clarifier mes propos, il ne s'agit pas de mettre en doute, n'est-ce pas, la longue tradition de résistance de l'Algérie. Je l'ai évoqué, la guerre d'indépendance. Et ensuite, l'Algérie a été aux côtés de tous les mouvements de résistance en Afrique. Il faut rappeler, et je peux rassurer le doyen là-dessus, nous maîtrisons très bien le passé résistant de l'Algérie. Et c'est justement pourquoi nous avons une exigence par rapport à l'Algérie. Parce que nous le savons résistante, nous le savons aux côtés des forces progressistes, des forces anticolonialistes. Et quand on la voit tergiverser sur certains aspects, on ne peut que lui rappeler cette exigence-là et de l'amener justement à pouvoir soutenir davantage cette nouvelle dynamique, n'est-ce pas, panafricaine, cette rupture par rapport à l'architecture néocolonialiste et impérialiste du continent africain. Et c'est justement l'exigence de cette rappel, mais aussi de cet appel, voyez-vous. Et de mon point de vue, quand on a vu comment l'Algérie, face au terrorisme, a réagi, face au FIS, il faut rappeler, dans les années 90, et ensuite l'attaque du complexe pétrolier par l'un de la frontière du Niger, mais aucun terroriste n'est sorti vivant de cette attaque. C'est-à-dire que c'est la rigueur, c'est le bâton. Il n'y a pas à négocier avec les terroristes. C'est la doctrine de l'Algérie sur cette question. Mais quand les pays de l'AOS, eux, sont confrontés à ce terrorisme qui est donc implanté dans la région, eh bien, cette posture de négociation, de servir un peu, de recevoir l'imam en Algérie, l'imam Diko, merci, et tous ceux qui sont aujourd'hui contre, qui sont pour la balkanisation de l'Algérie ont quand même safe haven, c'est-à-dire un paradis en Algérie.
Alors, on nous dit que c'est les peuples qui sont au-delà des frontières. Mais il faut surveiller la frontière de l'Algérie pour voir comment, il y a des murs de sable, il y a des tranchées, il y a des barbelés qui protègent le territoire algérien. C'est-à-dire, sur la question du terrorisme, l'Algérie ne blague pas. Alors, quelqu'un qui ne blague pas, qui a une doctrine aussi rigoureuse, aussi militariste, de l'autre côté, fait preuve de compréhension et joue un peu à la neutralité. L'accord d'Alger a vécu. C'est de ça qu'il s'agit fondamentalement. Nous sommes dans un changement de paradigme. L'accord d'Alger a vécu. Et si l'Algérie l'intègre dans sa politique, je pense qu'on pourrait voir dans quelle mesure développer une politique de concertation, mais en même temps de sécurité de tout l'espace. Vous imaginez si l'Algérie plus l'AES sont alignés sur la même dynamique, eh bien, l'OTAN aura beaucoup de difficultés dans la région. Même si le Maroc reste un piédestal des Américains, eh bien, ça va être très, très difficile. Alors, c'est à cela que nous appelons l'Algérie, parce que nous savons qu'elle est capable. Elle a les moyens, elle l'a démontré par l'histoire. C'est un pays très respectable, mais nous avons des exigences par rapport à l'Algérie. On ne peut avoir des exigences que quelqu'un que vous respectez, quelqu'un que vous savez capable et qui a les moyens. Mais quand il tergiverse, vous vous posez la question de savoir de quoi s'agit-il. Et voilà, c'est un peu ça mon interpellation, en n'étant pas trop, je dirais, acclamatif de cette posture qui, en tout cas, interroge si l'Algérie saisit fondamentalement la volonté des Africains de tourner la page de ce système néocolonialiste qu'elle a réussi à faire reculer par la guerre, mais qui n'est pas arrêté là et qui a continué sous d'autres formes d'harcèlement que nous voyons aujourd'hui, auxquelles elle-même elle est confrontée aujourd'hui. Voilà mon point sur le sujet. J'estime quand même que nous devons plutôt aller vers une synergie d'action sur le plan sécuritaire, sur le plan économique, sur le plan, n'est-ce pas, du développement et sortir des vestiges de la colonialité, des frontières que nous avons reçues, en tout cas héritées de ces colons. Mais qu'est-ce qui fait problème aujourd'hui, patient Parfendon? Pourquoi on ne parvient toujours pas, on n'arrive pas à implémenter cette synergie d'efforts sur le terrain? C'est vrai, on accuse beaucoup l'Algérie pour certains, mais au niveau de l'AES, pourquoi l'approche est aussi différente? Avec le Niger, vous l'avez dit, les relations sont très approfondies. Avec le Burkina, on a des prémices. Mais avec le Mali, c'est totalement différent. Comment on explique cette approche différente des pays de l'AES vis-à-vis d'un partenaire aussi stratégique? Oui, parce que je le soutiens mordicus, l'Algérie a été victime de ce que j'appelle un procès de l'incompréhension. Procès de l'incompréhension. Voilà. Ça veut dire que la diplomatie algérienne est mal comprise, incomprise? Non. Ou alors on lui prête des intentions autres? Non. C'est-à-dire, quand vous regardez ce qui se passe en Syrie, c'est-à-dire vous pensez que les choses sont évidentes. Les choses ne sont pas évidentes, elles sont très complexes. Oui. Ce qui se passe en Syrie. Qui l'eût cru? Qui aurait pu parier un seul copec que le régime d'Assad aurait pu, boum, s'effondrer comme ça, tel un château de cartes, en une fraction de seconde. Il faut faire attention avec ces questions-là. Il faut faire très attention avec ces questions-là. Ce qui se passe, quand j'entends mon ami Chelou Lonston nous dire que l'accord d'Alger a vécu. Mais dans l'accord d'Alger, il est stipulé, noir et blanc, premier chapitre, d'intégrité territoriale de Mali. Mais j'entends souvent des gens venir sur le plateau dire que non, elle veut plutôt pour la partition de Mali, ce qui est faux. Mais j'ai lu et relu l'accord, j'ai mis les mains sur la tête. J'ai dit, mais c'est quoi cette affaire? Premièrement. Deuxièmement, la gestion des tribus chez Lou Lonson. Il faut aller chez le grand maître Kadhafi pour voir comment il gérait les tribus du Sahel. Les tribus du Sahel, ce n'est pas des tribus sédentaires, c'est des nomades. Ils se baladent. Je parlais des frontières tout à l'heure. Ils n'ont pas de frontières en réalité, ces gens-là. Ils sont de plusieurs nationalités. Je ne vais pas parler de groupes ethniques. Ils écument cette bande sahélo-sahélienne, c'est eux qui sont les maîtres du désert. Mais il faut justement les utiliser de telle manière qu'ils ne soient pas la porte d'entrée par laquelle une déstabilisation d'un pays tiers peut arriver. Et pour cela, on ne gère pas cette tribu du Sahel comme on gérerait des pays, des nationalités établies, comme par exemple au niveau de notre forêt.
Non, ce n'est pas comme ça qu'il faut gérer ces gens-là, premièrement. Deuxièmement, il faut aussi comprendre que nous sortons quand même d'une situation difficile avec la chute de la Libye, avec les conséquences que nous connaissons. Nous sommes d'autant plus dans une situation difficile que la constitution de l'AES a créé un nouveau développement qualitatif dans la sous-région qui n'existait pas. La preuve, il parlait des déplacements de plaques tectoniques. Ce fut une véritable dynamique qui a déclenché ces déplacements de plaques tectoniques, au point où tout le monde était un peu hagard vis-à-vis de cette nouvelle réalité géopolitique et politique au niveau du Sahel. Il fallait donc avoir du tact, savoir s'adresser aux autres, ne pas se précipiter, éviter de taxer les gens avec ce que nous savons, des images et des trucs qui sont souvent montés par des officines occidentales qui vous font croire que ceci est arrivé alors que cela n'est pas arrivé, et finalement qui peut plutôt aller dans le sens de quelque chose qui n'est pas bien. Moi, j'ai des espèces de lignes de vie, du point de vue du raisonnement, qui, quand je vois pas ces lignes de vie bouger ou bien se rompre, je me rends compte que nous sommes en train de nous mener en bateau. Alors pour vous, l'accord de paix d'Alger aurait pu taire les divergences entre les différentes parties du côté du Mali? Non, à partir du moment où la vie de Kidal est prise sur le Parce que ce qui est justement reproché à l'accord de paix, c'est du moins ce qui était jusqu'ici reproché, puisque l'accord a été dénoncé il y a plusieurs mois de cela, c'est qu'il accordait une part belle aux séparatistes du côté du Mali. Oui. Est-ce que l'erreur de l'Algérie n'a pas été de vouloir un peu appuyer sur la pédale douce en voulant, peut-être en ne voulant pas léser une partie au détriment d'un autre, voici en parfum d'homme, ou du moins au profit d'une autre? Premièrement, ce n'est pas parce qu'il s'appelle accord d'Alger que c'est un accord sur l'initiative d'Algérie. C'est un accord de l'ONU. Donc on a demandé tout simplement à l'Algérie de jouer le go-between. Attention, c'est très important de noter, premièrement. Deuxièmement, quand on est l'Algérie et qu'on est passé par cette épreuve-là, parce qu'ils ont ça encore dans le corps comme des stigmates. Cette guerre-là dont ils parlent contre les fils, dans ce qu'on appelle l'islam politique, par exemple, plus de 250 000 morts. Ça n'a rien à voir avec des millions de morts algériens de toutes les guerres que l'Occident a créées. Et surtout la guerre qui va conduire à son indépendance avec les accords de Vienne de 1962. Ça n'a rien à voir. Mais seulement, cette affaire-là avec le fils, plus de 250 000 morts, vous tirez quand même les leçons de cette guerre asymétrique, de cette contradiction profonde où l'Algérie était en voie de dislocation totale. Et quand vous avez un ami que vous aimez et qui fait face à la même réalité, vous dites attention, on va doucement. Sinon, la facture sera très salée à payer plus tard. Et nous le constatons. Les gens continuent quand même de mourir au Mali. Les revendications ne se sont pas arrêtées. Alors qu'on aurait pu déplacer, n'est-ce pas, le problème en l'amenant vers le champ diplomatique et politique pour justement ne pas permettre la manipulation de ces forces dites de l'Azawad par des forces occidentales, comme c'est le cas de ce que nous constatons aujourd'hui. Donc, moi, je crois que là-dessus, il faut être assez prudent quand on analyse ce qui s'est passé et de ne pas continuer à développer sans le savoir, de manière, j'allais dire, comme ça, naturelle, en fait, un narratif qui va dans le sens de ce que l'Occident souhaite justement, qu'on entende comme réalité de ce conflit larvé qui a existé entre l'Algérie et le Mali. Mais je continue de vous dire, oui, je suis prêt à mettre ma main au feu, l'avenir nous dira, il y a de très bonnes nouvelles en perspective, parce que quand vous voyez un État comme le Mali prendre des décisions qu'ils ont prises au niveau de la reconfiguration du sommet, pratiquement, de leur architecture politique, cela veut dire qu'il y a des leçons qui ont été tirées d'un certain nombre de décisions et que dans les jours et mois à venir, il y a certainement de nouvelles orientations qui seront prises. Et peut-être le fait que vous voyez déjà qu'il y ait cette cofraternité entre l'Algérie et le Burkina est annonciateur de ce qui va arriver plus tard pour le Mali et on l'espère plus tard pour la fédération de l'AES. Alors, en 1 minute 30, M. Chi, vraiment en 1 minute 30, nous sommes à la fin de l'émission. Votre mot de fin, Chi Elou Lawson? Il me semble
que je voudrais bien aussi mettre ma main au feu, mais c'est comme on le dit souvent du philosophe Platon. Platon a les mains propres, mais n'a pas de main. Donc voilà, je ne veux pas me retrouver dans la situation de ne pas avoir de main. Enfin, c'est une petite boutade. C'est pour dire en fait que nous prions tous qu'au niveau justement du Sahel, que les forces travaillent en synergie, un, pour sécuriser la zone, deux, pour être des stimulants, n'est-ce pas, d'un programme de développement harmonieux, partagé pour toute la sous-région, pour le bien-être des populations de cette région et surtout éviter que cette région si convoitée par l'Europe et qui est à la base de toutes les formes de manipulation et de déstabilisation, eh bien, que cette velléité soit arrêtée par cette puissance montante de l'Algérie avec l'AES. Et moi, je rêve de voir cette puissance émerger et qui va irradier sur toute la région et permettre justement une Afrique forte et puissante. Sur la CEMAC, et voilà, nous avons évoqué les points importants. Il va falloir que les dirigeants fassent preuve de courage pour aller vers des ruptures, de changements de paradigme économique pour permettre justement la mise en valeur des richesses de cette région et renforcer l'intégration économique et surtout pour le bien de l'ensemble des populations justement de la CEMAC. Si la CEMAC est fortement économiquement stable, eh bien c'est l'intégration de l'Afrique aussi qui est en marche aussi de façon régionalisée, mais qui va à l'ensemble de l'échelle du continent. Voilà. Chelou Lawson, je rappelle que vous êtes économiste, vous êtes le leader du projet panafricaniste Pyramide, le président du mouvement pour un Togo nouveau. Vous réagissiez en direct de Manitoba, au nord des États-Unis, plus précisément au Canada. Merci à vous, Chelou Lawson, patient parfait d'homme en politique, consultant permanent de cette émission du Point sur l'actualité. Merci à vous, messieurs, les pouces sont levés. Voilà, vous avez résumé Chelou Lawson. Nous avons évoqué justement cette situation macroéconomique au niveau de la sous-région avec les principales résolutions prises à l'issue de ce sommet extraordinaire, la conférence des chefs d'État tenue ce 16 décembre 2024 du côté de Yaoundé. Et puis, nous sommes revenus sur ce soutien d'Alger vis-à-vis de Ouagadougou dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. Merci à vous, merci surtout à nos nombreux téléspectateurs, téléauditeurs ou encore auditeurs. Merci à la grande équipe de la réalisation. N'oubliez pas le rendez-vous de ce mercredi sur les antennes de For You Media Africa. Ça sera la libre antenne. Vous aurez l'occasion de réagir, que ce soit en matinée ou encore en soirée. C'est vous qui ferez le débat ce mercredi 18 décembre 2024. Portez-vous bien.